Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo et en direct sur europe1.fr. Votre invité ce matin, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Vous êtes le bienvenu, Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Merci d'être là un 1er mai. D'abord, le Français Gilles Le Guen, djihadiste, a été arrêté au nord du Mali. Oui. C'était chez lui ou au combat ? Il a été arrêté par nos forces à proximité de Tombouctou et il avait combattu manifestement déjà dans les groupes djihadistes. Là, il n'était pas au combat puisque la situation est à peu près stabilisée à Tombouctou, mais nos forces font le travail d'investigation, de patrouille nécessaire et nous l'avons arrêté. C'est une dérive individuelle de fanatisme. Ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup comme sur le doigt d'une main. Mais bon, on le savait, il existait, nous connaissions son identité. Il va être transféré aux autorités maliennes, comme le veulent les règles internationales, et il sera sans doute expulsé en France. C'est-à-dire les Français le remettent aux Maliens qui, et les Maliens qui apprécient la situation, qui vont sans doute, mais enfin, je n'anticipe pas sur ce que vont faire les Maliens. Est-ce qu'on sait ce qu'on lui reproche pour le moment ? Pour l'instant, on n'a pas de charge, mais évidemment, le dossier va être instruit par nos services et il est en train d'être instruit dès à présent. Et si on trouve qu'il a commis ou qu'il a participé, il sera détenu, jugé en France et condamné en France. Absolument. C'est ça. C'est ça. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a un très grand nombre de Français dans ce type de dérive fanatique, mais quand ils existent, il faut le dire et il faut prendre les mesures nécessaires. C'est ça, il y a une conversion au djihadisme. Oui, une conversion, un itinéraire personnel qui l'amène à c'est plus à un cette paumé dérive. qu'un terroriste. Oui, c'est un paumé qui devient terroriste. Est-ce qu'il pouvait commettre un jour des attentats en France ? Il est possible, oui, bien sûr. Quand on voit ce qu'on a trouvé au Mali depuis que nous y sommes, Jean-Pierre Elkabbach, plus de 200 tonnes de matériel militaire, d'armes, 200 tonnes, qui n'étaient pas prévues uniquement pour agir au Mali, qui étaient aussi prévues pour agir en Europe. Et en plus, quand on reconnaît les armes, on voit des ceintures d'explosifs, on voit des IED, on voit du matériel qui est destiné à du terrorisme. La lutte contre le terrorisme continue au Mali et dans le Sahel. Simplement, oui. L'après-guerre a commencé parce que nous avons libéré l'ensemble du territoire. Il n'y a pas eu d'affrontement direct avec les groupes djihadistes depuis un mois. Ça veut dire qu'ils ont été très désorganisés, qu'ils sont très déstructurés et qu'il reste par contre des risques individuels comme celui qu'on a constaté lundi où le caporal-chef Duval est mort lundi dernier. Il y a un soldat qui est mort il y a 3 jours. Des élections sur une mine placée il y a peut-être 10 ans. Mais parce que il faut investiguer partout et prendre beaucoup de précautions. C'est pourquoi nous resterons au Mali, un nombre autour de 1000 pour assurer l'action contre-terroriste. Mais pendant ce temps-là, il faut que les procédures démocratiques et politiques du Mali se déroulent. Qu'elles auront lieu en juillet. Il faut qu'elles aient lieu en juillet. Je suis allé au Mali il y a 3 jours. Elles auront lieu en juillet normalement et c'est indispensable. Donc, Jean-Yves Le Drian, les vraies menaces ne sont plus en Europe ou dans la guerre Est-Ouest. Les dangers se déplacent, grandissent dans d'autres parties du monde. Il y a ce que vous appelez dans le livre blanc l'acte de crise. Oui, il y a des menaces nouvelles, l'Afrique en fait partie, l'arc de crise aussi, et ces menaces nouvelles sont aussi à proximité de l'Europe. Donc il faut les identifier et s'en prémunir pour être en situation de les éviter, de les combattre pour l'avenir. C'est pour ça qu'il y a eu un livre blanc, parce qu'un livre blanc, c'est pas un document financier ni budgétaire, c'est un document stratégique. Ça va venir. À partir du livre blanc de la Défense, la loi de programmation militaire sera débattue au Parlement d'ici juillet. Et ça sera un débat national important. Non, la loi de programmation militaire sera débattue à l'automne. Ah ben voilà. Et sera proposée au Conseil des ministres avant l'été. C'est le document programmatique. Les menaces augmentent, avez-vous dit, Monsieur le ministre de la Défense. Le budget de défense diminue. Mais d'abord sur les menaces, avant de revenir sur le budget, il faut bien les identifier. Et il y a des menaces nouvelles depuis le dernier livre blanc. C'est pour ça qu'on fait un livre blanc. Par exemple, la piraterie. Par exemple, la sécurité maritime dans son ensemble, la piraterie, la sécurité des approvisionnements de notre pays. Par exemple aussi, les attaques contre ce qu'on appelle les cyberattaques. Ou maintenant, des actions venues de groupes ou d'États peuvent interférer sur l'ensemble de nos systèmes numériques et remettre en cause le fonctionnement d'infrastructures vitales pour le pays. Donc il faut se prémunir contre ces nouveaux risques qui, même en 2008, n'existaient pas à cette ampleur. Donc vous restez près du micro d'Europe 1, vous demandez de faire plus, mieux,
plus vite avec moins. Il faut faire mieux avec moins, non pas avec moins, avec une enveloppe budgétaire qui a été décidée par le chef de l'État, qui a souhaité que dans cette période de risque, l'enveloppe affectée à la défense soit maintenue et soit stabilisée. Pour 2013 et 2014, stabilisée, mais après. Pour l'ensemble de la période. Après pour l'ensemble de la 2014. période, puisqu'il a annoncé, lorsque le livre blanc a été présenté hier, un montant de près de 180 milliards d'euros sur les 6 ans qui viennent, à euro constant, ce qui veut dire que l'effort du pays pour sa défense sera maintenu, l'effort du pays pour sa sécurité sera maintenu. Donc il n'y a pas, contrairement aux autres pays européens, il n'y a pas de baisse du budget de la défense. C'est combien du PIB ? C'était 1,56. Ça dépend si vous faites norme OTAN ou pas norme OTAN. Alors, si c'est 1,56, ça devient un petit peu moins d'1,40. Si c'est une norme OTAN, ça arrive à 1,7. Mais l'essentiel, c'est que l'outil de défense soit préservé. Dire que l'effort est maintenu. L'effort est maintenu, oui. Si la croissance repart, la défense en profitera. Si la crise s'amplifie, la défense en pâtira. Non, les engagements du président de la République sont là et ils sont respectés. On va voir tout à l'heure le côté financier. Les armées en ont déjà bavé en silence il y a des années, puisque M. Sarkozy et Fillon les avaient réduites de 54 000 hommes. Et vous prévoyez d'ici à 2019 moins de 24 000 postes. Sans doute dans les services, dans l'administration, dans les armées. Et vous avez fait la répartition ou pas encore ? La contraction du format va se poursuivre, mais elle se poursuit à un rythme sensiblement inférieur à celui que nous avons connu depuis quelques années. Mais ce sera difficile, c'est vrai. Mais j'insiste sur le fait que cette contraction ne devra pas se faire au détriment des forces opérationnelles et des forces capables d'intervenir rapidement, des forces qui assurent vraiment la sécurité immédiate de notre pays. Ça, c'est l'armée de terre. Et donc, c'est pas uniquement l'armée de terre, c'est aussi les avions, l'armée de l'air. Les forces opérationnelles, on n'a pas beaucoup vu uniquement l'armée de terre. D'accord, on n'a pas beaucoup vu la marine. On n'a pas pu voir la marine au Mali par des raisons géographiques, mais on l'a vu en Libye. Parce que sur le sol, quand il y a une guerre, c'est surtout le sol, les forces opérationnelles. Pas uniquement. Les forces opérationnelles, c'est aussi la marine aujourd'hui dans la Corne d'Afrique qui assure la sécurité de nos approvisionnements et ça marche. Est-ce qu'on peut continuer ? Les industriels de l'armement s'attendaient à un livre noir. Vous vous êtes bien battus. Pour le moment, il est plutôt gris. Mais ils se demandent où vous allez trouver les 5,9 milliards d'euros par an de recettes que vous appelez dans le livre blanc exceptionnelles. On dit que l'État va vendre certaines parts dans de grandes entreprises. Lesquels ? Il y a une enveloppe de ressources exceptionnelles sur les 180 milliards. Il y a 5,9 milliards de ressources exceptionnelles qui doivent être mobilisées au cours des 6 ans qui viennent. Je ne vais pas en faire l'inventaire aujourd'hui. Ça peut être les ressources immobilières, ça peut être des ressources liées à la vente de fréquences, ça peut être aussi des ressources de participation ou de cession d'actifs de la part de l'État. Mais c'est pas l'aléatoire, c'est du sûr. C'est du sûr parce qu'il y a un engagement du président de la République. Moi, je le redis. Dans le budget, vous promettez d'insister sur les forces spéciales ? Oui. Il faut réorienter certaines dispositions par rapport aux risques nouveaux que j'ai identifiés tout à l'heure. Les forces spéciales, le renseignement. C'est-à-dire les satellites espions, électroniques et les drones. Est-ce que l'on va construire en France des drones ? Je l'espère. Nous avons raté... Comment vous espérez ? Pardon. Nous avons raté l'expérience industrielle des drones. Nous sommes passés à côté du rendez-vous des drones dans le passé. Je le regrette, je le constate. Et c'est assez anormal pour un pays qui a une avionique extrêmement développée et une grande histoire aéronautique. Il faut y remédier dans le moyen terme. Avec un partenariat européen, je l'espère, avec les Allemands et les Britanniques, mais il y a là une capacité technologique réelle. Dans l'immédiat, il faut néanmoins que nous ayons des drones tout de suite, parce que nous avons pu constater au Mali qu'il nous en manquait. Est-ce que les Indiens vont confirmer leurs achats de Rafale ? Je le souhaite. Pour l'instant, nous sommes les seuls dans la discussion finale. Les Indiens ont des procédures assez longues, ils ont par ailleurs des échéances électorales, mais il n'y a aujourd'hui qu'un interlocuteur, c'est Dassault et la France et le Rafale. L'opposition à la presse concède au président de la République qu'il s'est montré une seule fois déterminé et offensif, c'était au moment de la guerre du Mali. En un an, vous vous êtes révélé sur tous les fronts étrangers, vous le montrez encore, on vous voit moins sur les champs de bataille intérieurs. Regardez la une de Valeurs Actuelles de ce matin. Quand la France devient la risée du monde,
Il nous fait honte en parlant de... Ouais, mais c'est valeurs actuelles, France. Jean-Pierre Elkabbach. Ah ben alors, c'est un hebdomadaire comme l'autre, bon, il fait de la son job, politique. mais Il est dans son, il nous fait honte. il est dans son créneau. Il fait la politique à l'extrême droite, donc c'est comme ça. Est-ce que vous avez mal pour lui, vous qui le connaissez bien? Pour Moi, vous, peut-être, et pour lui. je l'appelle François Courage. Oui. Parce que il a trouvé le pays dans une situation extrêmement dramatique, dans un endettement considérable. Mais il est Et attaqué de toutes parts un an après. Il a pris l'ensemble des mesures qu'il fallait prendre face à cette situation d'une gravité extrême, à la fois pour faire en sorte qu'on enraye l'endettement de notre pays. Très bien. C'est un effort difficile. Mais il a pris les mesures concernant le développement des entreprises on l'a vu et la tout à l'heure avec compétitivité. Laurent Guébier. Bref, Votre il a pris ami- les mesures qu'il votre fallait. ami- Alors que ce ne sont pas des mesures populaires. Votre Donc ami on ne peut pas, Courage, à partir de votre ce ami moment-là, Courage bénéficier d'une adhésion totale. semble imperturbable. Vous le voyez régulièrement. Est-ce qu'il est affecté? C'est tout. Moi, je pense que lorsque l'on attaque systématiquement matin, midi et soir le président de la République, ça doit l'amener à des réactions affectives fortes. Mais ceci dit, il a la volonté, la détermination et le sang-froid. Et c'est pour ça que je l'appelle François Courage. Merci. Est-ce qu'on peut avoir ensemble une pensée pour Pierre Bérégovoy? Il fut Premier ministre, un homme bien, et il s'est suicidé il y a 20 ans. Oui, absolument. Jour pour jour. J'ai été, il y a 20 ans, dans un gouvernement avec lui. Voilà. Merci d'être venu. Merci. Merci Jean-Yves Le Drian, merci Jean-Pierre Elkabbach. Dans quelques instants, le rappel de toute l'actualité de ce 1er mai.